Bonjour à tous, troisième édition de l'Or des pros et osons paraphraser Roger Giquel il y a quelques décennies à la télévision française. La France a peur de l'incertitude. Dette, Ukraine, risque de dégradation de la note pour que la France puisse emprunter. C'est le temps donc, et puis dissolution, j'allais l'oublier, c'est bien le temps de l'incertitude politique. Avec moi pour parler de ce moment d'histoire pour la France, qui a une influence et une incidence sur les investissements des uns et des autres. Anthony Busco, qui est responsable commercial chez Aucoffre, Brice Degrange, qui est chargé de clientèle chez Aucoffre, et Raphaël Fleury, qui est le directeur général de Vera Conseil. Alors, messieurs, je vous demanderai déjà trois grandes questions quand même. Comment s'est comporté l'or au lendemain des européennes et de la dissolution qui s'en est suivie? Comment les clients d'Aucoffre ont-ils réagi? Qu'ont-ils fait avec leur patrimoine? Ont-ils acheté de l'or? Quel type de pièces? Et enfin, comment ont réagi l'or et l'argent? Et c'est peut-être le départ, quand la bourse de Paris, par exemple, s'est effondrée juste après l'annonce de la dissolution. Alors, peut-être Anthony Busco, qu'a fait l'or quand il y a eu cette annonce politique? Est-ce qu'il a baissé, monté? Est-ce qu'il a bougé? Finalement, il n'a pas tant bougé que ça. On pouvait s'attendre à une éventuelle hausse, mais on va dire que la conjoncture franco-française n'a pas impacté plus que ça le cours, en tout cas pas de manière significative. En revanche, ce qu'on constate, nous, sur la plateforme, c'est qu'il y a une dynamique sur les achats, notamment, avec des clients qui, face à l'incertitude, songent de plus en plus, en tout cas accélèrent leur volonté d'acquérir de l'or et de renforcer leur position dans les métaux précieux. Donc voilà, ça a été plutôt positif à ce niveau-là pour nous, mais le cours, lui, n'a pas évolué de manière significative. Alors, le cours n'a pas baissé non plus. Dans la précédente émission, il me semble qu'on a entendu qu'il y aurait sans doute une correction. Absolument. Alors, Tradosor, notamment, pensait, en tout cas, mettait en garde les auditeurs sur une éventuelle correction de l'ordre de 10 à 15%. Il l'espérait parce qu'il trouve ça plus sain, lui. Je peux le rejoindre, effectivement. Force est de constater que la correction n'a pas eu lieu. Le cours a reculé d'à peu près 5% par rapport à son plus haut historique, ce qui en soi, on ne peut pas appeler ça une correction. Et là, ça se stabilise autour de 2150, 2200 euros l'once. Donc, ça permet de faire le parallèle avec une autre époque, en 2008, quand le cours était arrivé à son plus haut historique, autour de 25 000 euros le kilo. Il y avait beaucoup d'investisseurs à cette époque-là qui considéraient que le cours était trop cher et qu'il valait mieux attendre une correction pour investir. Et force est de constater que le futur leur a pas donné raison, avec un cours aujourd'hui qui est quasiment à 70 000 euros. Donc, sans faire de conseils, j'invite quand même nos éditeurs à se poser la question de est-ce qu'il ne vaut pas mieux acheter de l'or cher qu'attendre qu'il augmente davantage? En tout cas, attendre, c'est prendre le risque qu'il augmente, notamment avec une conjoncture politique en France, mais aussi géopolitique, avec l'Ukraine, le conflit au Moyen-Orient, les élections américaines qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Tout ça, forcément, nous font poser des questions, notamment aux investisseurs, et en motive certains à accélérer leur achat de métaux précieux. Alors vous ne pouvez pas faire de conseils, mais on a autour de la table quelqu'un qui a le droit d'en faire, puisqu'il dirige une société de conseil en investissement financier. Raphaël Fleury, ce que vient de dire Anthony, est-ce que oui, c'est une vraie logique qu'on peut avoir, c'est-à-dire ne pas se dire que parce que le cours est très élevé, on arrête d'investir dans un actif quel qu'il soit d'ailleurs, en tout cas pour l'or. Non, mais je pense qu'au niveau du cours actuel, on a quand même une légère hausse de 40 euros de l'once au niveau des dernières élections européennes et nationales. Donc il y a quand même eu un lien de cause à effet. Mais quoi qu'il en soit, quand on voit les instabilités géopolitiques actuelles, notamment avec la Corée qui pose problème et l'association avec la Russie, je pense qu'au niveau géopolitique, on n'est pas au mieux. C'est très difficile de se positionner sur un cours, mais je ne vois pas une baisse drastique du cours actuel, très clairement, ça c'est sûr. Si le cours a bougé, c'est plus après les performances du CAC 40. À l'annonce, il n'y a pas eu grand-chose. Et une fois qu'on a eu les performances du CAC 40, il y a eu ce petit soubresaut
dont Raphaël vient de parler. Le 440, c'est quand même moins 6%. Oui. Donc c'est peut-être ça. En dessous de la barre des 8000. Ouais, Brice, ce que vous appelez les performances, c'est les contre-performances. C'est ça, exactement. C'est ça. Et puis la version risque bancaire aussi, on les voit, parce que les bancaires, c'est plus 10% de correction boursier, donc c'est quand même beaucoup. Quelles sont les pièces qui ont été achetées le plus? Vers quoi les gens se sont précipités? Puisque Anthony nous dit que les gens se sont précipités pour refaire, recharger leur portefeuille. En priorité, on se concentre sur l'or, enfin les membres se concentrent sur l'or. Il y a toujours l'inévitable, le 20 francs Marianne Koch refrappe Pinet, du coup, le 20 francs Napoléon, en fiscalité jeton, avec les fiscalités avantageuses. Ça, c'est vraiment un inévitable. Et après, on reste dans les calibres pièces à cours légales, comme les Australian Nuggets, les dollars australiens. Et puis, bien sûr, notre gamme vert à valeur aussi. Ils se concentrent surtout sur l'or et viennent un peu diversifier avec l'argent, consolider leur actif au niveau de l'argent. D'ailleurs, l'argent qui commence à reprendre un peu de couleur, est-ce que c'est un faux semblant ou est-ce qu'il y a une réalité de l'argent qui commence à avoir un cours qui se redresse? Comme les platinoïdes, l'argent a profité aussi de la belle embellie de l'or au mois d'avril. Donc forcément, et de même comme l'or, il n'y a pas eu forcément de correction. Donc l'argent a peut-être monté jusqu'à au-delà de 30 € la once, et là se stabiliser aux alentours de 27-28 € aujourd'hui. Donc on va dire que tout le monde a profité de la frénésie du mois d'avril en fait. Anthony, donc sur les pièces, est-ce qu'on peut avoir plus de précision ou sur les achats, puisque vous les avez régulièrement au téléphone, puis vous avez les professionnels aussi, puisque vous travaillez avec les pros. C'est quoi l'or qu'on achète? Est-ce qu'il y a, par exemple, où est-ce qu'on se met à vendre ses bijoux pour récupérer du cash? Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une sorte d'évolution comme ça? Alors Brice l'a très bien fait remarquer, il y a une pièce qui est caractéristique des périodes d'incertitude et des périodes de crise dans lesquelles on n'est pas forcément encore totalement à 100%, mais le 20 francs Napoléon, c'est une pièce vers laquelle les investisseurs, notamment français, se réfugient dès qu'ils veulent acquérir de l'or. C'est quelque chose qui parle à tout le monde. Donc effectivement, c'est en or le best-seller de la plateforme au coffre. Donc c'est une pièce qui est extrêmement liquide, surtout qu'avec un cours qui augmente, les primes ont tendance à baisser parce qu'elles sont calculées en pourcentage de la valeur, et forcément 5 ou 10% de primes sur une valeur qui est plus importante que ce qu'elle était il y a 10 ans, ça permet de faire baisser la prime. Donc actuellement, il y a des très bonnes opportunités sur les 20 francs sur au coffre, notamment en LSP, ce qui permet d'éviter de payer les frais de garde. Et l'autre best-seller, mine de rien, de la plateforme, ce sont les Vera Silver unitaire, parce que c'est un produit qui est accessible autour de 30 € et ça permet à nos clients d'investir très régulièrement, tous les mois, pour éviter de payer les frais de garde et pour valider leur LSP. Donc voilà. Ce sont des pièces en argent, hein, les Vera Silver, des pièces en pour argent, ceux qui ne parlent pas, des pièces du pas nonce, fluent en anglais. Des pièces du nonce qu'on frappe nous-mêmes depuis quelques années maintenant. Et sur le marché professionnel, pour le coup, le premier trimestre 2024 a été marqué par des ventes massives de la part des professionnels, et là avec des primes qui étaient vraiment très basses. Cet effet de vente massive s'est calmé parce qu'on est arrivé à un top du cours, donc peut-être que les vendeurs étaient moins disposés à liquider leur stock. Et là, depuis un bon mois et demi, on repart sur des niveaux historiquement hauts en termes de demande. C'est-à-dire que nous, de notre côté, là, le mois de juin, il faut se dire qu'on approche des volumes qui pouvaient se faire pendant le confinement, où l'activité avait explosé à cette époque-là. Donc là, le mois de juin, sincèrement, on est sur des volumes de dépôts, des volumes de transactions similaires à ce qu'on a pu connaître à des périodes où tout s'agitait et où vraiment il y avait des problématiques mondiales. Et là, on est sur un phénomène français pour le moment. Il y a un effet ciseau, puisqu'il y a beaucoup de gens qui achètent, mais beaucoup de gens qui trouvent Absolument. justement avec un cours élevé une fenêtre de tir pour vendre. Donc en fait, on a à la fois des ventes importantes et un volume d'achat important aussi. Mais là, les vendeurs se sont calmés. Sincèrement, face à autant d'incertitudes, les gens se disent bon, je vais encore attendre un petit peu avant de vendre mon or, parce que là, avec ce qui va se passer en 2024, sans vouloir faire peur à personne, hein, mais force est de constater qu'il y a des événements quand même qui risquent de fortement impacter le cours de l'or. Face à ça, les vendeurs se disent bon, je vais attendre un petit peu, le cours est quand même stabilisé, donc dans le pire des cas, on ne va pas redescendre à 1800, 1900 € l'once, en tout cas j'y crois pas, et donc ils patientent. Et les acheteurs, eux, un petit peu le phénomène du FOMO, Fear of Missing Out, donc la peur de manquer une opportunité, et certains sont un petit peu dans cette phase-là et se disent il faut que j'achète mon or
avant les élections, parce qu'après, potentiellement, ça sera trop tard. Après, il y a les JO, on ne sait pas ce qui peut se passer, les élections américaines par la suite, à tout moment, il peut y avoir des problématiques géopolitiques. Donc là, on est vraiment dans une période où certains investisseurs se disent sauf qui peut, et forcément, ça nous fait de l'activité. Raphaël, pour vous, c'est aussi, c'est vraiment le signe, cette frénésie d'achat, c'est vraiment le signe d'une peur ou d'une volonté de se couvrir, de préparer une couverture au cas où? Oui, enfin, moi je pense qu'il y a ce volet-là. Puis moi je le vois avec mon autre activité qui est le groupement forestier d'investissement. Là aussi, moi j'ai une demande qui commence à vraiment croître. Hein. Les gens sont demandeurs. À la fois. Là, je pense que c'est plus sur un côté diversification, évidemment. On est à la fois sur du défensif, presque la forêt devient, comme c'est du tangible, on était vraiment sur la transmission de patrimoine. Là, on sent qu'au niveau mentalement, au niveau des gens, on est aussi là sur du défensif, un peu comme peut l'être l'or, en fait. Oui, parce que la forêt, l'investissement dans la forêt, dans le GFI en tout cas, ce que vous proposez, vous, c'est extrêmement intéressant dans le cadre d'une transmission, notamment fiscalement. Oui, très, très clairement. On verdit en fait ces investissements, mais aussi on est sur du tangible. Et les gens apprécient le fait qu'on soit sur du tangible, puisqu'on achète à la fois du foncier et des arbres sur pied. Donc on est vraiment très clairement sur du tangible. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se positionner sur de la forêt sans avoir les inconvénients de gestion, puisqu'on passe par un groupement forestier d'investissement qui s'occupe de tout, et vous pouvez acheter de la forêt avec à la fois un volet rendement, quand même, puisque les investisseurs reviennent sur ce type d'investissement vert. On est à plus de 5% par an quand même, ce qui est plutôt en termes de rendement intéressant. Et puis de manière adjacente, il y a les avantages fiscaux, les 75% d'abattement au niveau de l'IFI. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Et on a la réduction d'IR aussi de 18% qui est liée à l'investissement. Donc oui, très clairement, les gens y reviennent. Alors on a l'impression, dans tout ce que vous me dites, qu'il y a quand même une belle problématique sur la fiscalité. Alors on peut le voir de deux côtés. Hein. Soit on essaie de réduire la fiscalité pour garder le plus d'argent pour soi parce que le pouvoir d'achat est en baisse. Soit on n'a absolument pas envie que son argent parte entre les mains de dirigeants, quels qu'ils soient. Vous en dites quoi, vous, Anthony ? Effectivement, je pense que vous avez raison, Benjamin. Il y a une certaine défiance vis-à-vis de l'ordre public, on va dire, notamment lorsque ça concerne le financier et l'épargne, et forcément la fiscalité. Donc nous, on le voit aussi au quotidien avec des clients qui cherchent un maximum à éviter la fiscalité, notamment au moment de la revente de leur or. Donc c'est pour ça que les pièces à cours légales et les jetons sont plébiscités par nos clients, parce que ça leur évite une fiscalité à la sortie qui peut parfois être très pénalisante. Oui, c'est de là que m'est venue l'idée, parce que quand Brice nous a dit il cherche la refrappe Pinet, qui est donc un Napoléon jeton, ça veut dire qu'il y a, si je me souviens bien, 5 000 € de franchise fiscale. C'est ça, une exonération de taxes pour les reventes inférieures à 5 000 €. Donc forcément, ça permet d'avoir un investissement qui n'est pas fiscalisé à l'achat, à la détention et à la revente. Donc d'être sur une valeur défensive. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Raphaël, effectivement, les investisseurs, en tout cas ceux qui nous sollicitent, sont très attachés à investir dans des valeurs défensives qui vont protéger leur patrimoine. C'est pour ça qu'en ce moment, les crypto-monnaies, par exemple, ont peut-être moins le vent en poupe. Le Bitcoin a connu une baisse par rapport à son plus haut historique. On en parle moins. Donc c'est justement dans des périodes comme ça où on en parle moins que ça peut être intéressant de commencer à investir ou de renforcer des positions. Et on est bien d'accord que vous parlez, vous aussi, d'or métal tangible physique et non pas d'ETF, parce que finalement, vous êtes toujours sur le physique et le tangible. Alors ouais, effectivement, c'est dans l'ADN de la société de proposer du physique et du tangible. Au contraire, on va plutôt lutter face aux ETF parce qu'on ne vend pas la même chose au final. Et à mes yeux et aux yeux de beaucoup de nos clients, le seul or qui a de la valeur, c'est l'or physique et pas des ETF dont le ratio physique qui couvre du papier est de, je crois, 1 pour 200 ou 1 pour 300. Donc au final, les sociétés qui émettent des ETF en or détiennent dans leur coffre une once d'or,
mais ils en vendent 200 ou 300 en papier. Donc c'est un système qui n'est pas forcément sain, voire qui l'est vraiment pas du tout. Et nous, on s'efforce justement d'éduquer sans prétention nos clients à ce sujet. L'or physique, il y a plus de frais, il y a une prime, etc. Mais par contre, vous avez quelque chose qui tient la route, quoi, et qui peut pas faire défaut. Très bien. On va... C'est la même chose pour la forêt. D'ailleurs. C'est la même chose pour la forêt. Oui, parce que la forêt, on sait où sont les forêts. Exactement, tout à fait. Et puis on peut pas en imprimer comme on veut de la forêt. C'est des milliers d'hectares, donc achetés par la société de gestion, disséminés en France, choisis, sélectionnés avec soin. Sur plusieurs régions pour exactement, être sûr de pas les moins problématiques assujettis aux feux de forêt et à la façade atlantique. Donc voilà, tout ça c'est réfléchi, et même en termes d'âge d'arbres, pour avoir des roulements justement de coupe et des rendements qui s'inscrivent dans la durée. Je vais jusqu'au bout de la démonstration et de la logique. Si vraiment tout va très mal, est-ce que si je suis propriétaire de forêt, je peux aller me réfugier dans ma forêt? Non, la forêt n'est pas nominative. On n'achète pas une forêt à son nom. On achète des parts de groupements forestiers. Mais c'est ça qui est important avec les actifs physiques, et de toute manière avec les membres, il y a toujours aussi un mot qui revient. Vous parliez d'inquiétude, c'est le mot de débancarisation. Voilà. Et là, on est en plein dedans, au niveau financier, avec le stress que ça peut engendrer. Et donc, les actifs physiques, c'est fait aussi pour ça, du coup. Et donc, ils ont tous... La première chose quand on demande pourquoi vous voulez acheter de l'or, c'est la débancarisation. Et c'est vraiment le premier mot qui vient. Brice, vous avez bien fait de reprendre la parole, parce qu'on va parler du mauvais élève de la table, c'est-à-dire les platinoïdes. Oui, les platinoïdes. Alors, pendant que tout le monde est content et est heureux, il y a vous qui nous... Oui, les platinoïdes. Alors, ils ont, donc, comme j'ai dit, avec l'argent, ils ont quand même, ils se sont bien aidés de l'or au mois d'avril. Donc, ils ont un peu respiré. Et il y a toujours le mauvais élève, ça c'est le palladium. On rappelle que c'est 45% de chute en 2023, qui a quand même un peu respiré du fait de ce mois d'avril de l'or. Donc, et en plus qui s'aligne avec le platine aussi, pareil. Donc on est à une hausse quand même au niveau du platine. En mai 2024, on était justement, on a atteint les 990 € de la once de platine, quand on était à 816 € avant, en mars. Et idem pour le palladium, qui lui, alors la hausse est un peu moindre, mais il partait tellement de plus bas aussi, c'est aussi normal que le palladium, lui, est passé de 920 à 940. Donc ils ont respiré. Mais le palladium, il fait toujours un peu grise mine, et les annonces aussi de ce qu'on peut avoir du plus grand producteur de palladium, qui est donc la Russie, ne va pas dans son sens non plus. À savoir d'ailleurs que le plus grand extracteur de palladium, qui est donc Nornickel, c'est le russe, a décidé justement d'ouvrir une autre mine, enfin une autre zone d'extraction dans le royaume du Bahreïn, pour essayer de contourner un peu les sanctions du fait de ça. Donc voilà. En tout cas, eux, ils sont quand même pas très optimistes pour le palladium. Oui. Alors que ce sont deux métaux précieux, ou les platinoïdes en général, qui vont avoir un usage industriel toujours renouvelé. C'est-à-dire qu'on devrait en avoir besoin pour les piles à combustible, quand ça va devenir le vrai sujet, notamment pour les gros transports, quand il y aura besoin de piles à combustible importantes. Et donc, il y aura besoin de platine et de palladium. Il y aura besoin des deux, et là, on peut quand même constater l'effet que peut avoir une géopolitique un peu tendue entre différents pays, et voir ce que ça donne sur un cours, sur un palladium qui était si haut, et aujourd'hui qui est quand même assez si bas. Donc, c'est aussi important de voir l'action humaine, on va dire, sur ces cours-là qui sont donc industriels. Alors revenons sur la situation et surtout je vais essayer de vous demander de faire un peu de prospective. Et alors, exercice très difficile, hein, j'en conviens. Selon vous, comment va se comporter l'or à partir du 9 juillet et on va dire après l'été, pendant tout l'été? Qu'est-ce qu'on peut attendre du parcours de l'or? C'est pas facile de répondre à une question comme ça. On n'a pas de boule de cristal, donc c'est pas évident. En revanche, de mon point de vue personnel, et c'est aussi ce que remontent beaucoup de nos clients, on risque d'arriver dans une situation assez chaotique cet été,
peu importe d'ailleurs qui accède au pouvoir, si tant est que quelqu'un réussisse à avoir un quelconque pouvoir après ces élections. En tout cas, l'or, lui, aime le chaos. Donc, j'aurais tendance à dire que ça va être bénéfique pour, peut-être pas pour le cours de l'or, parce que ce qui se passe en France a peut-être moins d'impact sur le cours que ce qui peut se passer au niveau européen, au niveau américain ou au niveau de continent tout entier. En revanche, sur le marché de l'or en France, il risque d'y avoir un impact. Et on vit, mine de rien, une période historique en France. Et je pense qu'on est au tout début de l'histoire. Donc, plein de choses qui risquent d'arriver encore. En plus, vous nous avez dit tous les deux qu'il y avait eu beaucoup de ventes au début de l'année, tout le début de l'année 2024. Ça veut dire que les vendeurs d'or, enfin les boutiques par exemple, ont moins de produits. Donc il va y avoir aussi un effet comme ça. C'est-à-dire que sur la plateforme au coffre où il y a toujours des produits parce qu'il y a beaucoup de membres, finalement vous allez être, comme pendant le Covid, un peu l'ultime refuge pour trouver des pièces pour ceux qui en voudront. Totalement. Et pour le coup, c'est net sur la plateforme. Le nombre de produits en vente diminue. Au coffre, parce qu'en fait, pour expliquer à ceux qui ne le savent pas, au coffre, c'est pas une marketplace, mais on va dire que c'est un petit peu une bourse d'échange où on peut s'acheter et se vendre des pièces avec au coffre comme garant et comme intermédiaire de chaque opération. Donc les pièces qu'on voit sur la plateforme au coffre, elles peuvent être mises en vente par n'importe lequel des clients qui est libre de fixer son propre prix de vente. Ce qui fait que des fois, au coffre est en concurrence avec ses propres clients, vendeurs. Les clients, s'ils veulent vendre rapidement, se mettent légèrement en dessous du prix de coffre pour être certains de vendre leurs produits assez vite, parce que ça sera les moins chers de la plateforme. Aujourd'hui, au coffre est systématiquement le moins cher sur les références qu'on a pu citer tout à l'heure, donc les Vera Silver une once, les pièces en argent d'une once, et sur les 20 francs Napoléon, que ce soit les jetons et pas les jetons d'ailleurs. Donc ça prouve bien qu'il y a une demande qui est soutenue et que l'offre, elle, n'est pas forcément Elle commence présente. à se réduire. Ouais. C'est ça, sinon on verrait plein de produits en dessous du prix de coffre, ce qui n'est pas le cas. Et pour les autres produits ou pour les clients qui sont des clients qui ont peut-être plus une volonté patrimoniale chez Vera Conseil que chez Au Coffre où ils peuvent être en protection, souvent c'est du patrimoine, on parle beaucoup de gestion de patrimoine dans votre activité. Donc est-ce que là aussi il y a beaucoup plus de demandes sur la forêt? Est-ce que puisque vous vendez aussi de l'or et des produits Au Coffre, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Il y a eu un développement de la demande? Alors, il y a eu un accroissement de la demande au niveau de la forêt, mais moindre que sur l'or. Parce qu'en fait, l'acte d'achat est beaucoup plus immédiat en fait, pour acheter de l'or. Et les gens, comme en ce moment, ils ont peur, et sur un laps de temps qui est relativement restreint, c'est-à-dire cette période d'élection, en fait, ils veulent débancariser le plus rapidement possible. Donc, j'ai plus de demandes sur l'or, très clairement, que sur la forêt. Mais la forêt, il y a quand même un soubresaut, puisque les gens, maintenant, cherchent vraiment à diversifier. Là, on était sur une thématique depuis le début de l'année de transmission avec les avantages que ça a, des 75% d'abattement. Donc là, on était vraiment sur des personnes qui voulaient transmettre leur patrimoine avec du sens. Là, on arrive presque sur du défensif. Alors, je vais diversifier aussi sur la forêt parce qu'il y a un peu de rendement, mais surtout, ils veulent se mettre à l'abri sur quelque chose de non bancaire, très clairement. Oui, parce qu'on a vu les chiffres sur le taux d'épargne des Français étaient toujours très importants, avec un volume très important aussi sur les comptes courants. C'est-à-dire que les gens laissent leur argent sur leur compte courant. Et là, en fait, ils recommencent à avoir peur de la possibilité de faillite bancaire. Il y a eu des faillites bancaires encore récemment, pas très loin de chez nous, en Suisse. Donc, est-ce que vous pensez qu'il commence à y avoir ce genre de moteur aussi qui fonctionne? Par rapport au monde bancaire de manière générale, ouais. Tout le temps. Mais ça, de toute façon, je pense que ça, c'est le moteur derrière ce qui peut motiver l'achat d'or, et depuis toujours, la volonté de se débancariser. Et je pense parce que ça vient aussi d'une défiance qu'on peut avoir vis-à-vis du monde bancaire, de ces mensonges, de ces crises, de tout ce qui est véhiculé par cet univers-là. Et c'est pour ça aussi que Vera Cash fonctionne extrêmement bien, parce que c'est les services d'une banque avec la promesse derrière d'avoir quelque chose de tangible qui conserve sa valeur
Et voilà, c'est pour ça que ça a beaucoup de succès. Effectivement, de toute façon, nous, on le voit, dès qu'une banque fait faillite, plein de clients nous envoient des articles, etc. Alors, je leur adresse un message, on le voit souvent avant eux, parce qu'on reste informés. Mais du coup, oui, là aussi, ça motive les gens à se positionner sur les métaux précieux, et à juste titre, d'ailleurs. Un des reproches qu'on pourrait faire à l'or ou aux autres métaux précieux, Brice, je vais vous utiliser comme le mauvais élève à chaque fois. Vous le savez, autour de cette table. Mais sincèrement, on pourrait quand même penser que les métaux précieux comme l'or, l'argent et les platinoïdes ne sont pas liquides. Donc, c'est une des différences avec l'argent sur un compte bancaire. Ça dépend dans quelle monnaie sur un compte bancaire. En fait, c'est justement ce qu'offre aussi au coffre. C'est la liquidité. C'est-à-dire que quand vous êtes chez Aucoffre, vous êtes dans un réseau fermé au coffre. C'est-à-dire que vous êtes indépendant au niveau de votre portefeuille d'achat et de vente. Donc vous pouvez acheter et vendre entre membres. Et ça, on est le seul à le faire. Et donc c'est ce petit problème de liquidité qui est réglé par Aucoffre, parce que si vous achetez une pièce à un professionnel sans être chez Aucoffre, vous avez le droit. Vous allez la vendre, la pièce. Vous avez le droit, tout à fait. Vous voulez vendre cette pièce-là, vous pourrez vendre que à un professionnel. Donc, ce qui limite la liquidité. On ne parle pas de la fiscalité, des choses comme ça. Et on ne parle pas de la décote. Voilà, de la marge professionnelle qui est tout à fait normale, bien sûr, aussi. Alors que quand on rentre dans le réseau Aucoffre, on a cette indépendance-là d'acheter, de vendre entre membres, de fixer son prix, de fixer sa liquidité, justement. Et comme on l'a si bien dit, aujourd'hui, je pense que le terme plus qu'inquiétude, c'est la débancarisation. Et ça aussi, ça rassure du coup les membres, cette autonomie, cette indépendance, ce qui est notable en ce moment avec cette petite morosité ambiante. Oui, mais si après je veux aller faire mes courses, je fais comment ? Il va falloir que je récupère mes euros. Alors il y a Veracash. Veracash, là pour le coup, voilà. Ça répond totalement à la question comment utiliser l'or comme un moyen de paiement. Donc après, je rebondis sur ce que dit Brice, parce que rappelons-le, nous sommes la seule entreprise qui permet justement de revendre ces pièces avec une prime. C'est-à-dire qu'on nous dit parfois comment ça se fait que des confrères, pour pas les citer, soient moins chers que vous sur des pièces similaires. Ben, en fait, on leur explique que certes, ils vont peut-être payer leurs pièces quelques pourcents plus cher, mais la prime chez nous, c'est pas une charge. Les charges, les frais liés à l'achat d'or et d'argent d'ailleurs sur Aucoffre, c'est 0,5% à l'achat et 3% à la sortie. La prime n'est vraiment pas un coût en fait pour le client final. Alors que, comme tu l'as très bien dit Brice, si vous achetez une pièce dans la boutique du coin ou même sur d'autres plateformes suisses par exemple qui sont très sollicitées en ce moment parce qu'ils ont un marketing très efficace, ben, ces sociétés-là, bien qu'elles proposent des services très bons, hein, ce sont des très belles entreprises, ne permettent pas de récupérer la prime à la revente. Et bien souvent, ces entreprises-là communiquent sur le fait qu'il n'y ait pas de frais. Il y a des frais qui sont cachés, et notamment qui se cachent derrière la prime, qui englobe les coûts de production, etc. Plus la crise est aiguë, plus la prime est élevée. Ouais. Parce que la crise de Covid, on était à plus 35% de prime sur le Napoléon. Exactement. Et quand on achète avec 20% de prime et qu'on revend au spot, donc avec 0% de prime, mais au final, les frais, c'est 20%. C'est ça qui est important. Oui, la décote, ça devient 20%. La décote, le spread, peu importe comment on le nomme, est caché derrière ça. Donc c'est important de se dire quand on achète de l'or, ok, j'achète à tel prix. Par contre, à quel prix je vais revendre ? Combien ça va me coûter à la sortie ? C'est vraiment les questions qu'il faut se poser. Et si les clients, les auditeurs, n'importe qui, font le calcul, ils s'apercevront que Aucoffre est le moins cher en frais cumulés à l'entrée et à la sortie. Et Veracash, pareil. Veracash, on sort d'une période qui était très vendeuse, donc il y avait plus d'offres que de demandes. On a baissé ce qu'on appelle le cours pivot, donc la prime du Gold Premium, de 3 à 0%. Donc en fait, les clients de Veracash ont pu acheter de l'or adossé à des pièces avec une prime de 0. Ce qui est quand même exceptionnel. Ça permet d'acheter des pièces donc avec une fiscalité avantageuse au prix du lingot, voire même au prix d'ETF, au prix du cours en fait. Donc il y a juste les frais à l'entrée qui étaient à prévoir. Et là, du coup, la prime du Gold Premium est remontée à 3%, ce qui fait que les clients qui ont acheté au spot, je parle de ça, c'était il y a un mois. Aujourd'hui, indépendamment du cours de l'or, ils ont gagné 3%
sur leur investissement. Alors, vous êtes, Anthony, et c'est normal, hein, vous êtes très technique là-dessus, mais est-ce que vos clients, vos prospects, et Raphaël, la question est la même, est-ce qu'ils ont justement cette réflexion, j'allais dire, au pourcentage près? Est-ce qu'il y a vraiment quand on est dans le stress ou quand on est dans la panique ou l'inquiétude, on commence à moins regarder ça quand même, non? Dans mon cas, très, très clairement, peu, parce que s'ils viennent me voir, c'est souvent pour des sommes assez importantes, mais surtout, ils souhaitent être accompagnés justement parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là, notamment fiscale et certaines subtilités. Donc, oui, ils souhaiteraient, comme c'est des gros montants, essayer de véritablement être accompagnés pour pouvoir déjà ne pas se tromper dans leur investissement, puisque le montant est élevé. Donc, ça leur garantit déjà la sortie de ne pas se tromper, ne serait-ce que sur le choix des produits qu'ils achètent, puisqu'à la sortie, si on peut se tromper, on peut être fiscalisé ou non. Donc là, rien que sur ça, déjà, c'est un avantage non négligeable. Donc, on accepte de payer le conseil dans ces cas-là. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et ce qu'il faut se dire, c'est aussi qu'il y a des investisseurs, des clients de Coffre et de Veracash qui nous font tellement confiance, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais ils nous font tellement confiance qu'ils placent 80-90% de leur épargne, de leurs économies chez nous. Et alors c'est flatteur parce qu'on se dit on fait un bon boulot et qu'au final le produit qu'on leur propose, les services qu'on leur propose leur conviennent totalement. Mais du coup, forcément, ils y mettent de la passion dans ce qu'ils font, parce qu'ils y mettent toutes leurs économies. Donc, ils ont envie, ils ont besoin de comprendre. Et le fait de comprendre comment ça fonctionne, une fois qu'ils l'ont compris, ça renforce leur volonté de le faire avec Au Coffre, avec Veracash, avec tout cet écosystème qui propose des solutions, mine de rien, assez innovantes. On peut dire aussi que l'actualité les réconforte aussi sur leur choix d'il y a 10 ans. Donc forcément, ils deviennent experts aussi avec nous. Et plus on va dans l'actualité, plus on se dit, plus ils se disent, ok, finalement, en effet. 10 ans plus tard, on est là, on y est. Oui, donc forcément, ça les rassure, ça les réconforte. Et ça décide aussi ceux qui n'étaient pas encore décidés. C'est-à-dire que la phrase préférée du fondateur de Coffre, Jean-François Faure, l'or, c'est l'assurance incendie de votre patrimoine, est en train de fonctionner à plein régime. Oui, mais sans, même parce que vous avez parlé au début d'inquiétude, forcément. Mais ils ont cette inquiétude-là avec nos téléphones, mais nettement diluée. Ils ont fait le bon choix. Donc ils sont inquiets sans être inquiets. Ouais, en fait, au final, ils ne sont pas surpris. Ils ne sont pas surpris. Ils s'y attendaient. Ils attendaient juste quand est-ce que les choses allaient se précipiter. Ça arrive. Et en fait, pour eux, ça fait partie de l'agenda prévu, normal. Certains diront de la fin du monde, etc. Je n'y vais pas jusque-là. Oui. Mais en tout cas, les gens pressentent quand même des crises à venir. Et on en a tous les jours des... Là, jusqu'à 2027, on peut avoir un pays qui est ingouvernable. Donc c'est quand même pesant. Avec un impact considérable sur l'Union européenne, parce que suivant ce qui se passe en France, ça va forcément impacter l'Union européenne, les relations peut-être avec les États-Unis, etc. Donc l'euro aussi. Et on sait que le cours de la monnaie impacte le cours de l'or. La dette, mine de rien, qui est à des niveaux astronomiques. 112% du PIB. Qui risque d'augmenter davantage au vu des programmes des uns et des autres. Alors bien que ça puisse être que des promesses, mais en tout cas, si ces promesses sont tenues, et peu importe de qui on parle, hein, là ça vaut pour tout le monde, si ces promesses sont tenues, la dette va encore exploser, à moins de générer des revenus d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par les recettes fiscales notamment, mais là ça serait se mettre la population à dos. Donc, et là en plus on est auto-centré français, mais au mois de novembre il y a les élections américaines. Absolument. Où là le cours de l'or, en gros, il est intentiste sur cette annonce. L'incertitude va passer, va traverser l'Atlantique. Là, on est au niveau international. Et là, les enjeux, sincèrement, les enjeux au niveau des présidentielles américaines sont considérables. Parce que si Trump accède au pouvoir, ce qu'on pourrait pressentir, je pense que le financement pour l'Ukraine est terminé. L'Ukraine, du coup, aura définitivement perdu parce qu'on n'aura plus les moyens d'assumer une guerre qui coûte beaucoup d'argent. Et ça veut dire que le camp russo-chinois, on va dire, aura gagné, pas la guerre, mais en tout cas une bataille considérable, et se sentiront peut-être aussi pousser des ailes et gagneront en crédibilité sur la scène internationale. Et donc ça peut... là, on a une recomposition de la vie politique française. Peut-être que d'ici la fin d'année, on en a une recomposition de la géopolitique mondiale avec des rapports de force inversés et des États-Unis qui pourront plus mener la même politique sous Trump que sous Biden.
Alors, Anthony Busco, vous avez fait une petite remarque sur Tradosor qui avait annoncé une correction de 10% qui n'a pas eu lieu. Nous avons enregistré vos propos et nous vérifierons à partir Mais là, pour tout ce que vous venez de dire, nous vérifierons à partir de novembre prochain si tout ce que vous nous avez promis, annoncé, prédit... j'irai pas jusque-là. Nous verrons bien. Merci beaucoup en tout à cas, les tous. arbres n'auront pas bougé. Ils auront un petit peu poussé. Ils auront un petit peu poussé. Voilà, et on espère qu'il n'y aura pas eu d'incendie, mais de toute façon, comme vous avez des... Ils sont assurés. Voilà. Et vous avez des pièces qui ne sont pas sur la côte atlantique ou méditerranéenne. Exactement, c'est ça. Et donc, on se retrouve à la rentrée, au mois de septembre, si on est encore là, si la catastrophe et le chaos n'est pas intervenu comme nous l'a promis Anthony. On fera un bilan et on regardera comment les éléments se sont assemblés ou désassemblés. Et donc, à bientôt, dans 3 mois.